Comme promis, une petite vidéo sur la superposition d'ondes planes. Donc ici, j'ai un champ électrique que je vais considérer dans une direction donnée et qui va se propager selon l'axe des abscisses ici, dans la direction X. D'accord? Et en ordonnée, là, je rapporte le champ électrique. Donc j'aurai le champ électrique en fonction de X et je vais l'avoir pour différents instants du temps. D'accord? Donc je vais avoir mon champ électrique ici que j'écris comme une fonction sinusoïdale de t moins x. On a vu dans le cours qu'il fallait des oméga et des k là devant les t et x, parce qu'il faut que l'argument de cette fonction là soit homogène à un angle. Donc ici j'ai pris par simplicité oméga égale 1 et k égale 1, qui voudra dire que la période la période temporelle de l'onde là, ce sera 2 pi secondes, ce qui est un peu bizarre, mais enfin ça me permettait d'écrire ça vite. Et la longueur d'onde de l'onde ici, eh ben, ce sera 2 pi mètres. D'accord? En tout cas, c'est bien le champ électrique en fonction de x que je trace ici. Je l'écris sous la forme d'une fonction sinusoïdale, donc, en t moins x. Pour t égale 0, on a donc sinus de moins x, c'est-à-dire moins sinus de x. Sinus est une fonction impaire. Donc on a moins sinus de x, et c'est bien ce qu'on voit ici. La tangente à la courbe ici est négative. D'accord, ce sera y égale moins x, là en 0. Et donc on voit bien ici qu'on a juste affecté un signe moins à la fonction sinus. Donc très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'augmente t, alors que j'écris toujours E1 de x en sinus de t moins x. Donc j'augmente t, et vous voyez qu'on a une propagation de l'onde donc vers la droite. D'accord, propagation du sinus là, selon les x croissants. Donc voilà, en fait ce qui se passe, c'est que j'augmente ce paramètre ici vous avez sa valeur là, et donc pour avoir le même niveau de vibration, il faut que l'argument total là soit le même, et donc x doit être un peu plus grand pour retrouver le même niveau de vibration. Et donc de proche en proche, vous allez avoir le même niveau de vibration qui va se déplacer comme ça vers la droite, puisque x va pour ce niveau de vibration, devoir compenser ce que vous avez augmenté pour t ici. D'accord? Donc clairement, quand t augmente, j'obtiens une onde qui se déplace comme ça vers la droite. Ok, très bien. Et je vais définir un deuxième champ électrique, E2, que je vais donc définir de la même manière, sinus de t moins x, mais je vais rajouter une phase phi ici. Ok, j'aurais pu mettre une phase phi1 dans E1 et puis une phase phi2 dans E2, mais par simplicité, là j'ai mis phi1 égale 0 et phi2 égale phi, donc le déphasage entre cette fonction-là et celle-là, ce sera phi. D'accord? Et je peux aussi avoir un curseur pour phi, et ce que je vois, c'est que quand j'augmente phi, eh bien effectivement, je décale les deux champs électriques, les deux ondes de champ électrique. D'accord? Jusqu'à ce que, par exemple, j'obtienne phi égale 3,14. Et dans ces cas-là, les ondes elles sont exactement en opposition de phase, c'est-à-dire que chaque maximum de E2, par exemple, ici va correspondre à un minimum de E1. D'accord? Et chaque maximum de E1 va correspondre à un minimum de E2. Et puis je peux encore augmenter cette différence de phase entre les deux ondes, et au final, je vais obtenir que les deux ondes retombent en phase pour phi égale 2pi. D'accord? Donc 6,28 ici. Ok. Et ce que je cherche à faire, c'est ici utiliser le principe de superposition qui me permet de dire que le champ en un point, ce sera la somme des champs émis par différentes sources. Donc pour notre cas présent là, ce sera la somme de E1 et de E2. D'accord? Si on considère les vecteurs champs qui pointent dans la même direction, mais c'est l'hypothèse qu'on va faire ici. Ok, on va dire que E1 et E2 pointent dans la même direction, et donc je les somme, et je peux les sommer algébriquement comme ça. Donc je trace la somme, et je vais regarder ce que ça vaut en fonction, par exemple, d'un décalage en phase des deux ondes. Vous voyez que si les deux ondes se décalent, cette somme-là, elle va diminuer, jusqu'à retomber au même niveau que l'une des ondes. Ok. Et puis je peux la faire même aller jusqu'à 0 quand les ondes sont en opposition de phase. D'accord? Donc quand chaque maximum de l'une correspond à un minimum de l'autre, dans ce cas-là, on obtient 0 partout. D'accord? Et puis, si je redéphase encore les deux ondes, eh ben, je fais augmenter l'amplitude
de la somme des deux ondes, d'accord, du champ total ici. Vous pouvez lire les légendes hein, sur la gauche. Donc voilà, maintenant, mettons que j'ai un décalage fixe, arbitraire, mettons, entre ces deux ondes E1 et E2. Si je fais avancer tout le monde, si j'augmente T, ben E1 va augmenter, et puis E2 à la même vitesse, et le champ total va garder son amplitude et puis augmenter à la même vitesse que les deux premières ondes. Donc comme ça. Donc voilà, c'est très plaisant visuellement. Quelque chose d'autre que je voulais vous montrer, en fait, c'est comment on calcule l'éclairement énergétique de l'onde totale, d'accord, du champ total. Ce qu'on appelait intensité lumineuse, je vous ai dit, c'était pas un terme très rigoureux, on peut utiliser plutôt irradiance ou éclairement énergétique, comme ça on sait directement dans quelle unité physique on se trouve. Alors pour ça, on avait vu que c'était une quantité proportionnelle à la moyenne dans le temps du champ électrique au carré. D'accord? Alors ici, je ne pouvais pas vraiment faire la moyenne dans le temps, donc je l'ai fait dans l'espace pour tricher un peu, mais ça revient au même, je vous assure, je me suis assuré que c'était bien équivalent. Donc par exemple, si je trace la moyenne du signal total, enfin c'est-à-dire du champ total dans le temps, j'obtiens la courbe violette ici sur ce deuxième graphique, d'accord? Et c'est une constante, hein, puisque la moyenne c'est 1 divisé par la période de l'intégrale de 0 à la période de la fonction périodique. Et donc c'est une valeur bien déterminée, d'accord? Donc c'est une valeur qui ne change pas dans le temps pour une fonction périodique comme ça. Donc voilà, très bien. Donc j'ai mon intensité lumineuse qui est ici, mon éclairement énergétique qui est ici, d'accord? En unité arbitraire aussi, enfin je vais en dire un mot après, qui ne varie pas. Et si je décale les deux ondes, d'accord, je diminue l'amplitude par exemple dans ce cas-là de l'onde totale, et on voit bien que l'intensité lumineuse diminue aussi. Okay, jusqu'à ce que j'obtienne un minimum, 0. Si je les décale, si j'ai un déphasage exactement de pi, d'accord, j'obtiens deux ondes en opposition de phase, une amplitude totale 0, et donc une intensité lumineuse de 0, et ensuite je redéphase un peu les ondes, et donc j'obtiens, je réaugmente en fait l'intensité lumineuse. D'accord? Alors juste un petit mot pour être un peu plus quantitatif par rapport à ça, je peux aussi prendre la moyenne de E1 au carré, et là on voit que j'obtiens 0,5. D'accord? Si je change la phase, ça ne change rien, puisque E1 ne dépend pas de phi là. Vous voyez ce E1 là, c'est la courbe bleue, et ça change rien. D'accord? Enfin, quand je change phi, la courbe bleue se déplace pas. Alors c'est vrai que là j'ai mis celle-là en rouge, mais enfin vous pouvez aussi considérer que c'est la moyenne de E2 au carré, hein, si vous voulez, ça donne exactement la même chose. Et effectivement, la moyenne de sinus carré, c'est 1,5. D'accord? Donc on obtient bien ici 1,5. Et quand les ondes sont en phase, j'obtiens 1,5 pour la moyenne de l'une, mais 2, ici en unité arbitraire, pour la moyenne du total. D'accord? Donc j'obtiens beaucoup plus que simplement la somme des intensités lumineuses de l'onde 1 et de l'onde 2. C'est normal puisque ça ne correspond pas à la moyenne du champ, mais ça correspond à la moyenne, on trouverait 0 hein, si c'était juste la moyenne du champ, puisqu'il y a une partie positive et une partie négative, mais ça correspond à la moyenne du carré. D'accord? Et donc, vous allez avoir la moyenne du carré de l'onde 1 égale à 0,5, la moyenne du carré de l'onde 2 égale à 0,5, ça va vous faire un total de 1 ici, mais vous allez aussi avoir un terme croisé, d'accord, puisque pour le champ total, il va falloir prendre E1 plus E2, le tout au carré, qui vaudra la moyenne de 2E1, E2, et ça vaudra encore 1, et on attendra au final, on atteindra 2 pour l'intensité lumineuse totale. Donc là, ce qu'on voit, c'est que j'obtiens 4 fois l'intensité lumineuse
d'une seule des ondes. D'accord? On le verra en cours. Quand on est en phase comme ça entre les deux ondes, on voit que l'onde résultante, E total, là, est donc 2 fois plus grande en amplitude, mais que l'intensité lumineuse associée est 4 fois plus élevée. Et là, on est dans un cas maximal. On ne peut pas avoir, à partir de E1 et E2, une onde plus forte, avec une amplitude plus grande que E total. Là. Et donc, on est dans un cas de figure qu'on appelle interférence constructive. Et quand on augmente le déphasage entre les deux ondes, là, on peut atteindre 0. Et dans ces cas-là, les ondes sont en opposition de phase. Et on a ce qu'on appelle une interférence destructive, d'accord, entre les deux ondes. Alors, ce dont il faut bien avoir conscience, là, c'est que je présente tout dans l'espace, mais en réalité, généralement, les expériences les expériences, elles se font à une position de l'espace donné, et les choses dépendent plutôt du temps. En réalité, on peut placer un capteur à un endroit donné et regarder ce qui se passe dans le temps. Donc, par exemple, je trace cette ligne-là, à x égale 10, là, et il faut bien comprendre que je vais avoir un écran, si vous voulez, ici, sur lequel je vais regarder l'intensité lumineuse que j'obtiens. D'accord? Alors, on a vu que l'intensité lumineuse, ça dépendait de la moyenne du carré du champ. D'accord? Si j'augmente le temps, là, vous voyez que le champ électrique, il oscille. D'accord? En réalité, il oscille très très vite, beaucoup plus vite que ce que je suis en train de montrer là pour les ondes lumineuses. On avait vu quelques centaines de TRAHz pour la fréquence. Donc très bien, ça oscille très vite. Et moi, ce que je vois expérimentalement, c'est l'intensité lumineuse, donc c'est quelque chose de constant pour un déphasage constant. D'accord? J'ai un capteur ici, on va dire qu'il va être sensible au champ électrique qui arrive dessus, mais il varie très très vite, ce champ. Je ne peux pas, en général, avoir une représentation de l'oscillation du champ lui-même. Ce que j'ai, c'est l'intensité lumineuse, donc la moyenne du carré du champ, si vous voulez, grâce à mon capteur. Et si je décale phi, par exemple, je peux augmenter l'intensité lumineuse. Vous voyez ici, elle est constante là, que j'observe sur ce point-là en x égale 10. Enfin, dans ce plan-là, si vous voulez, en x égale 10. Et je peux aussi avoir une intensité lumineuse très faible, que je vais observer tout le temps, quasiment en I égale 0, si vous voulez, dans ce plan x égale 10 là. Donc ça, ce sera le cas où on aura interférence destructive, et ça, ce sera le cas où on aura interférence constructive. Même si le champ, lui, varie toujours dans le temps, à cette position-là, ce qui compte, encore une fois, c'est la moyenne du carré du champ, et donc c'est quelque chose qui ne dépend pas du temps, d'accord? Qui va simplement dépendre en fait de l'amplitude de l'onde qui arrive en x égale 10, là, où j'ai mis mon capteur fictif. Voilà, merci de votre attention.